démarrer notre séance. Voilà. Je suis présent Laurent Huget. Présent. Béatrice Paulin. Présent. Camille Villard. Présent. Philippe Maratier. Présent. Jean-Claude Pénicaud. Jean-François Girard. Présent. Christophe Moquet. Présent. Philippe Favreau donner pouvoir à Pierre Martin. Michel Bériquet. Présent. Pierre Martin. Présent. Jean-Pierre Boguet donner pouvoir à Michel Bériquet. Daniel Descleveur. Et Françoise Venier. Présent. Seulement tous venus, je vais permettre de vous parce que on l'appelle j'ai bloqué sur le nom de Bernard Leclerc, notre ami, notre collègue du Conseil, qui nous a quitté fin avril. Il a siégé pour la dernière fois ici, le 8 février, avant d'être hospitalisé 2 jours après. Je propose donc d'observer une minute de silence à sa mémoire, au respect qu'impose son action pour notre commune. Je vous propose également d'associer à ce recueillement Georges Huget, Bouli, le père de Laurent que nous avons enterré lundi dernier. Merci. Laurent, je te propose de... C'est Daniel qui fera notre secrétariat, merci Daniel. Laurent, je te propose de lire de faire approuver le compte rendu sommaire de la réunion du 19 avril dernier. Le conseil municipal du 19 avril 2019 a pris acte des décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie par le conseil municipal et nous avons accepté un bon renouvellement d'une ligne de trésorerie. Nous avons décidé de maintenir le taux des taxes directes locales pour l'année 2019, soit 9,44% pour la taxe d'habitation, 15,17% pour le foncier bâti et 42,13% pour le foncier non bâti. Nous avons voté les subventions 2019 aux différentes associations et organismes pour un montant global de 11 670 € et nous avons modifié le tarif horaire pour la mise à disposition de personnel municipal, un ouvrier 15 € et un cadre agent de maîtrise 33 €. Nous avons rectifié le montant de la redevance d'occupation territoriale due par l'ANAV, c'est l'association nautique de l'Anse du Verly, pour la mise à disposition du bassin de l'Anse du Verly au port à 3 862,50 € pour une période de 6 mois allant du 1er juillet au 31 décembre 2019. Nous avons rectifié le tarif de la prestation de gardiennage et de surveillance du port de l'ANAV pour une période de 6 mois aussi, à compter du 1er juillet 2019, moyennant la perception d'un forfait de 1 648 €. Nous avons décidé de renouveler la ligne de trésorerie d'un montant de 1 million d'euros au prix du crédit mutuel et qui arrive à échéance le 25 mai 2019. Nous avons fixé le taux d'avancement à 100% suite aux promotions internes au grade de rédacteur territorial et au grade d'agent de maîtrise. Nous avons créé, suite à ça, un emploi de rédacteur territorial et un emploi d'agent de maîtrise car 2 agents sont inscrits sur les listes d'aptitude et peuvent prétendre à changer de grade au titre de la promotion interne pour l'année 2019, puis adopter la mise à jour du tableau des effectifs au 19 avril 2019. Nous avons approuvé l'avenant numéro 1 pour l'entreprise Eiffage Route Ouest pour un montant global de 26 262 € hors taxe, dans le cadre du marché de travaux pour l'aménagement du parking et la voirie entre le casino et la plage de Beluga. Nous avons accordé la sous-concession du lot numéro 3 plage de Beluga à l'association Vogue avec Louis pour des activités nautiques non motorisées, des activités sportives, de la natation et des jeux d'hiver. La durée de la convention est de 6 ans pour une période d'exploitation de 3 à 5 mois entre le 30 avril et le 30 septembre. Nous avons émis un avis favorable à la demande de participation pour fourniture d'électricité et d'eau à la société publique locale du golfe de la Presqu'île pour un montant de 3 780 € hors taxe, soit 4 536 € TTC. Nous avons approuvé la mise en place de la redevance d'occupation du domaine public pour les réseaux d'assainissement à compter du 1er janvier 2019 au tarif de 20 € hors taxe par kilomètre de réseau hors branchement. Et nous avons décidé de dénommer le square au monument mort square Colonel Arnaud Beltrame et la rue du docteur Paco en remplacement de la place du docteur Paco.
Avant de poursuivre, je tire votre attention sur le fait que nous avons reçu un courrier qui fait suite justement à notre demande à la famille Beltrame et à la maman de M. Beltrame, qui nous répond « Bonjour, je fais suite à votre courrier du 25 avril 2019 et vous remercie de rendre hommage à mon fils Arnaud par ce mail que nous envoie. Je vous donne mon accord afin de nommer votre square colonel Arnaud Beltrame. Cordialement, Nadine Beltrame. » Nous avons ensuite entendu diverses informations relatives à plusieurs sujets, donc, notamment le don en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris, où on évoquait qu'on le ferait plus tard si nécessaire. Le parc, où il manque des bancs et des portes vélos. On a évoqué aussi la lumière, donc de puissance au jeu de boules, les travaux qui ne sont pas terminés. De toute façon, ils répondront quand ils le seront. Et on avait rappelé que tout le matériel n'était pas encore livré. Nous avons parlé de l'inauguration le 26 octobre 2019 de la digue, des pistes cyclables, des portes, du parc, etc. On a évoqué ce sujet-là. On a évoqué aussi que devant la table d'orientation, il y avait un dénudé du terrain et on a rappelé que pour intervenir, il fallait appeler l'ONF puisque c'est sur son domaine. Nous avons rappelé les dégradations de la voirie rue de la République et rue des Palisseaux, où il y a des flaques d'eau partant de pluie, et on a envisagé de prévoir des travaux de printemps. Nous avons parlé de la subvention à la société de chasse qui correspond à des animations organisées durant la saison avec la Ligue de protection des oiseaux et la Fédération des chasseurs de Vendée. Nous avons parlé de l'avenue de la plage, qui n'était pas propre, où il y avait des mégots sur le sol. Nous avons évoqué aussi le fait qu'on avait récupéré la bailleuse au sein de la commune qui passera tous les jours à l'île de la plage. On a évoqué le danger avec la circulation des trottinettes aussi, et on a rappelé que la voie est destinée à un usage partagé. Nous avons parlé de l'accès numéro 4 à la plage, au bout de la rue de la Gueule. Il y a des pales planches qui aboutissent dans le vide. Nous avons parlé aussi du tas de sable à retirer sur le sentier pédestre récyclable. Et puis, enfin, nous avons parlé des restes des coupes de forêt, et notamment le fait de demander à l'ONF un nettoyage du sous-bois et de continuer le paillage le long du boulevard de la Forêt. Voilà, monsieur le maire, ce que nous avons fait et décidé lors de notre dernier conseil municipal. Merci Laurent. Des questions? Une seule question, une information. La rue Docteur Paco, c'est à quelle partie alors? Parce que le square Beltrame, oui, et rue Docteur Paco. Oui. Oui. C'est quel tronçon que vous avez dénommé rue Docteur Paco? C'est toute la. C'est tout linéaire, si tu veux, où il y a des. Ah, du rond-point jusqu'au pont? Oui. Ah, d'accord. En fait, ça permet de ne pas changer Non, ça me va bien. les adresses. Non, je n'avais pas tout compris. Non. En fait, on dénomme la placette du numéro mort, il n'y a pas d'adresse, donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de contrainte pour les usagers. Ça me va bien. Moi, je pensais que c'était le square aussi, ouais. Non, mais j'avais pas tout compris, c'est pour ça. Pas de questions complémentaires, pas d'abstention, pas de contraire, le rapport est adopté et on le fait circuler. Je propose d'ouvrir notre séance donc par le premier point de l'ordre du jour, la nomination à la deuxième adjoint, suite au décès de Bernard Leclerc, le 28 avril dernier. Je propose de maintenir le nombre d'adjoints, dans un premier temps à 4, et donc d'élire un nouvel adjoint. Au regard du code général des collectivités locales, les articles 21-22-7 et 21-22-7-1, où les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours, aucun candidat n'a une majorité de procéder à un troisième tour. Naturellement, il peut y avoir des candidatures. En ce qui me concerne, je propose la candidature de Jean-François Girard sur cette responsabilité de second adjoint. Vous savez qu'il faut toujours distinguer la nomination sur un poste d'adjoint de la délégation que le maire donne à l'adjoint. Je vous rappelle quand même que Bernard avait une délégation relative à l'animation, à la propreté et au tourisme, et que j'envisage de confier à Jean-François, s'il est élu adjoint, la santé, le tourisme et la propreté, et de charger la délégation du premier adjoint, Laurent, par la responsabilité de l'animation. Je le rappelle également, Bernard, en fin d'année dernière, nous avait indiqué qu'il avait bouclé la programmation. On l'a d'ailleurs pré-présenté, puisqu'on a un pré-programme
et on est en train de boucler le document partagé avec les Guillon-sur-Mer sur les programmations de cet été. Voilà, donc je propose la candidature de Jean-François Girard en ce qui concerne l'équipe municipale. Y a-t-il une autre candidature? Une question. Je me demande s'il est bien nécessaire de procéder à la nomination d'un nouvel adjoint en remplacement de feu Bernard Leclerc, eu égard à la proximité des prochaines élections municipales, dans quelques mois. Je reste persuadé qu'il pourrait y avoir un certain consensus entre les trois adjoints et déléguer les missions en partie à feu Bernard Leclerc ou d'autres adjoints, épaulés éventuellement avec des employés municipaux, qui permettrait de remplir les 7 ou 8 mois des élections communales qui restent à faire par rapport aux prochaines élections. Ceci étant, ça serait bénéfique au budget de la collectivité et au contribuable également. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Savoir si vraiment c'est un jugement d'opportunité. Merci pour cette contribution. Je vous indique que je souhaite, c'est ma première proposition, que le nombre d'adjoints, et j'assume, reste à 4, parce que le travail est intense dans cette période. J'ajoute que si on a posé la première pierre de la maison de santé, par exemple, j'allais presque dire que, enfin, le plus difficile, parce que le plus difficile, c'était travailler sur le projet de santé, travailler avec les professionnels de santé, mais on rentre maintenant dans des mécaniques qui sont complexes sur les mètres carrés occupés, les prix de loyer, les engagements, l'organisation du service public, la continuité du service, le renforcement des professionnels de santé. C'est un travail qui prend énormément de temps. Donc je maintiens ma proposition de rester à 4 adjoints, et donc de ne pas ventiler sur 3 adjoints, encore moins sur des services qui sont déjà très chargés. J'ajoute qu'au début de mandat René, il faut avoir la mémoire, nous avons baissé les indemnités du maire et des adjoints de moitié. Donc les économies ont largement été faites depuis 2014. Alors, y a-t-il d'autres candidats que J'aurais que plus juste, c'était pas tout à fait les mêmes. C'était exactement la même chose. Non, pas du tout. Je vais Pas même du dire tout. que le Pas travail du de tout. la On ne va pas commune, rentrer dans un débat, tu le sais, pas du tout. le travail de la commune Tu veux qu'on amplifie les débats? était bien plus... Non, non, Donc, je dis que c'était la J'ai même posé une commune. question, Patrick, tu as eu la sagesse de me répondre. Je dis que c'était la même Pourquoi commune. interviens-tu encore sur les éléments Parce que tu- précédents? Parce que tu Et poses moi des ainsi, questions. par rapport- Je te pose une question sur l'opportunité d'un adjoint. Tu posais C'est la question complètement différent de ce que je des viens de dire à la fin. indemnités des élus. Je réponds sur la question factuellement. Je redis que nous avons laissé de moitié les indemnités des élus en début de mandat. Complètement. C'était la même commune. Voilà. Merci. De toute façon, tu passes ton temps à m'en mettre plein la gueule. Et non, mais tu poses une question en laissant croire que On fait des économies. on fait des... Voilà, je réponds. Oh, il vient pas pour parler, toi. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y en a pas, je soumets donc vote bulletin secret. Lui, on n'est pas transparent, j'en suis désolé, mais vous pouvez constater qu'elle est vide. On n'a pas pris l'urne des élections, ça ne me semblait pas utile. Donc, je vous propose de procéder au vote. Et Nathalie va donc sélectionner cette urne. Merci. Alors donc dans l'ordre, Jean-François Girard. François Zilli. Salut Billard. Le secrétaire adjoint, s'il te plaît. Jean-François Girard. Non.
Girard. Jean-François Girard. Jean-François Girard. Jean-François Girard. Jean-François Girard. Blanc. 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 Et Jean-François Girard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Jean-François Girard est élu. Deuxième adjoint par 7 voix et compte les blancs s'il te plaît, pour qu'on ait un compte exact. 7. Merci. Voilà pour Jean-François. Maire, je serai forcément très bref. La désignation ne m'est pas indifférente compte tenu des circonstances. Comme vous tous et comme nous tous, je mesure la succession qu'elle représente après Bernard. Je n'ai pas besoin d'en dire plus sur la conception que j'ai de l'intérêt général et du service public qui me fait désapprouver l'échange qui va avoir lieu. Je vous remercie. Merci. Alors, maintenant, est-ce qu'on vient de modifier la liste des membres dans les commissions, puisque Bernard siégeait dans un certain nombre de commissions. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de procéder par vote direct. Si on peut éviter le vote d'un secret, ce serait plus simple. Bernard était membre de la commission prévention, sécurité, circulation et des affaires scolaires. Il était également membre de la commission des finances. Je vous propose de proposer que Laurent Huget participe à la commission prévention, sécurité, circulation, ainsi qu'à la commission affaires scolaires, ainsi qu'à avec moi, Michel et Béatrice à la commission d'école, au conseil de l'école. Et je propose que Daniel Describert le remplace à la commission des finances. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres modifications en ce qui nous concerne. Y a-t-il des propositions contraires? Vous êtes d'accord pour le désigner à vote main levée? D'accord. Donc je propose donc de proposer que Laurent Huget soit membre de la commission prévention, sécurité, circulation, affaires scolaires. Daniel, c'est que finance. Hein. Et que Daniel soit. Non, affaires scolaires, c'est pas Huget ici. C'est Bernard. Ok, ça sera Laurent. Ok. Laurent pour notamment les affaires scolaires. Ok. Merci. Alors, Bernard est également en troisième délibération représentant au sein d'un certain nombre d'organismes, syndicats intercommunal d'alimentation d'eau potable plein et grand. Il était titulaire avec Michel Béricaine et était suppléant Laurent Huget et Pierre Martin. Je propose que Laurent Huget soit titulaire avec Michel Béricaine et que Samy Veillard soit suppléant avec Pierre Martin. Là encore, je propose, s'il n'y a pas de consensus, qu'on vote à me lever. Donc, qui est d'accord pour cette nomination, Laurent comme titulaire et Samy comme suppléant, avec Michel Béricaine comme titulaire et Pierre Martin comme suppléant. Qui est d'accord? Bon, ça fait partiellement. Pas d'autres représentations. Dans le CIVA de l'Aiguillon-la-Côte, cette fois-ci, je propose que Daniel Describert remplace Bernard Leclerc. Dans le syndicat du parc interrégional des Îles Poitevin, Bernard était mon suppléant. Je propose que Laurent Huget soit le suppléant. Dans l'agence de services aux collectivités locales de Vendée,
Bernard était mon suppléant, je propose que Laurent soit le suppléant. Donc d'abord pour le Sivom de Limon-la-Faute. C'est bon, mais Pardon. on l'aura de façon... Oui, bien sûr. Parce que je garde pas noté. Excusez-moi. Je reviens. Le Sivom, ce serait Daniel qui remplacerait Bernard. C'est ça, Daniel. On va voter. Le Saint-Yannick du Marais-Prévin, c'est Laurent qui sera le suppléant à la place de Bernard, de la même manière que l'Agence de services aux collectivités locales de Vendée. Bernard était suppléant, c'est Laurent qui sera suppléant. Et je suis le titulaire des deux syndicats. L'agence ASCL, le département a créé une agence de services aux collectivités qui sert pas beaucoup, mais dont on connaît peu l'action. Donc je soumets ça à votre vote, pour le Sivom Limon-la-Faute, qui est d'accord. Pour le Saint-Camille de Marais-Poitevin, qui est d'accord. Et pour l'agence de services aux collectivités locales, qui est d'accord. Je vous remercie. Alors, je crois que là je suis clair. On a une partie plus formelle encore. Mais là, s'il y a consensus, je propose qu'on essaie de le faire avec consensus, puisqu'il s'agit de la commission de délégation de services publics ou de contrat de concession et de la commission d'appel d'offres. Alors, les commissions d'appel d'offres sont désignées par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Alors c'est un peu compliqué, sauf que ça donnait des résultats, parce que c'est les listes qui, en 2014, proposaient des candidats. Donc en même temps, je vous rappelle que ce qui compte, c'est que la représentation plurielle du conseil municipal soit représentée dans les commissions. Je rappelle que comme membre titulaire de la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de services publics, on avait Laurent Huget, Bernard Leclerc et Michel Veriken comme titulaires, avec cette représentation proportionnelle, et comme suppléant Béatrice Poulin, Céline Veillard et Jean-Pierre Boguet. Je vous propose simplement, pour ces deux commissions, de remplacer Bernard Leclerc par Jean-François Girard. Donc, nous aurions ainsi en titulaire Laurent Huget, Jean-François Girard, Michel Veriken, et en suppléant Béatrice Paulin, Samy Veillard et Jean-Pierre Boguet. Alors, est-ce qu'il est besoin de faire de la forme, si tout le monde est d'accord, parce que ça ne change pas la proportion, on peut passer notre temps à faire des calculs de forte moyenne, ça n'a pas changé. Je propose donc de procéder. Il n'y aura pas de reste, mais donc c'est plus simple s'il y a une demande, on fait différemment, mais sinon moi je vous propose de faire à main levée, ce sera plus simple. Pour la commission d'appel d'offres pour la délégation de services publics et la commission d'appel d'offres à caractère permanent. Il n'y a pas de demande de vote particulier et ça vous convient, donc on remplace Bernard par Jean-François. Je vous remercie, on vote formellement quand même si vous voulez bien, parce que la commission d'appel d'offres c'est important. Je vous remercie. Commission d'appel d'offres permanent, c'est la même chose, on a voté donc pour les deux. C'est bien les mêmes noms. Remplacement de Bernard Leclerc à la commission communale des impôts, commission communale des impôts directs. Alors là, c'est l'article 1650 du Code général des impôts qui institue une commission communale des impôts présidée par le maire ou l'adjoint délégué. Je vous rappelle qu'elle dresse la liste des locaux, elle établit des tarifs d'évaluation, elle participe à l'évaluation des propriétés bâties, participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés, elle donne des avis sur les réclamations. C'est Laurent qui la préside dans tous les cas, parce que je crois que tu l'as présidé depuis le début du mandat. Et je propose que Jean-François Girard soit nommé commissaire titulaire en lieu et en place de Bernard Leclerc. J'en profite pour vous donner les membres commissaires titulaires, donc autour de Laurent, Madame Tareri, Madame Paulin, Monsieur Veillard, Madame Meunier
et donc M. Leclerc en titulaire, donc ce serait Jean-François Girard. Et en suppléant, nous avons messieurs Lesclavaux, Madame Renaud, M. Pénicaud, M. Boguet et M. Foucault. Jean-Yves. Y a-t-il des questions sur cette commission communale des impôts directs? D'accord pour un vote à main levée? Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Les votes et donc s'expriment ainsi pour que Jean-François soit l'élu qui remplace Bernard. Nous allons terminer pour la désignation de représentants en commission et organisme après le décès de Bernard Leclerc. Je vous propose à Laurent de présenter 2 avenants de pure forme sur les marchés de maîtrise d'œuvre et les marchés de travaux du port. Oui, vraiment pure forme parce que c'est déjà 7 fois pour bien comprendre qu'en fait on aurait pu ne pas le faire, mais bref. C'est un avenant numéro 1 du marché de maîtrise d'œuvre, optimisation et développement du port. C'est le lot numéro 1, maîtrise d'œuvre de travaux portuaires. Par délibération, par contrat notifié en date du 4 juillet 2016, le maître d'ouvrage a confié au maître d'œuvre une mission de maîtrise d'œuvre désignée optimisation et développement du port pour un lot numéro 1, appelé maîtrise d'œuvre travaux portuaires. La part de l'enveloppe financière initialement affectée aux travaux avait été fixée à 3 085 000 € hors taxe. Et le montant provisoire de la rémunération du maître d'œuvre a été calculé avec un taux de rémunération de 5%, soit à l'époque 154 250 € hors taxe pour la mission de maîtrise d'œuvre. Donc rappelez-vous, 5% sur 3 085 000, soit un montant de rémunération de 154 250 €. Par délibération en 2017, 21 mars 2017, le 17 mars 2017, le conseil municipal avait notamment validé l'avant-projet remis le 28 février 2017, estimant à 3 512 000 et non plus 3 085 000 le montant total des travaux en tenant compte d'une adaptation à faire du nombre de pontons à remplacer. Le DCE des travaux portuaires a en conséquence été constitué d'un ensemble de tranches fermes et optionnelles, complétées par des PSE permettant à la commune d'utiliser au mieux le budget de 3 085 000 € hors taxe qui était disponible à l'origine. Le montant estimé par le maître d'œuvre à l'issue de la phase pro pour l'ensemble du programme des travaux est de 3 648 755 € hors taxe quand on comprend l'ensemble des nouveaux travaux, avec les pontons en plus. Ce qui fait que la base de rémunération du maître d'œuvre a changé, puisque après calcul des taux de rémunération prévus au contrat appliqué aux bases indiquées ci-dessus, il en ressort que la rémunération du maître d'œuvre est fixée maintenant à 171 726 € et 43 centimes. Le marché intègre également une mission complémentaire, élaboration des dossiers de subvention pour un montant de 2010 € hors taxe. Et on vous demande d'approuver le fait qu'on doit bien ce montant au maître d'œuvre. Donc le montant total du marché est donc arrêté à la somme de 173 736 € et 43 centimes hors taxe, soit 208 483 € et 71 centimes TTC, y compris la rémunération pour la mission complémentaire, élaboration des dossiers de subvention. Voilà. On vous demande de voter cet avenant numéro 1 relatif à la maîtrise d'œuvre travaux portuaires. Très bien. Pas de questions? C'était déjà le cas. Hein. Il manque 5 euros. Pardon? C'est pas 180? 3 648 000, tu m'as dit? 3 648 755. 630, 315, 380 000. Ah, c'est bien ça, tu as noté 3 millions. 5 630, 315, 180 millions. Alors pourquoi? Quelle est la question? C'est en fait 5% de 3 648 000, ça ne fait pas 171. Ah non, parce que c'est ça, ouais. Vas-y. En fait, le calcul de la rémunération des 5%, il est calculé sur 2 bases différentes. Il est calculé sur la base de 3 648 000 jusqu'à la phase d'essai, dépôt de consultation des entreprises. Et il repart à 3 085 puisque c'est ce qui a été réellement notifié aux entreprises à partir de la phase ACT, suivi de chantier. Donc il y a un delta, il y a une partie en fait de la rémunération qui est sur une base de 3 600 000 et une autre partie sur une base de 3 085 000. René, si tu veux, au cas où j'ai le tableau qui explique le pourquoi. C'était pour éviter qu'on... Non mais tu as remarqué que je ne me rappelais plus de... Ok.
Donc, pas de questions, pas d'abstention. Le deuxième avenant. Deuxième avenant, qui est Travaux. du même il concerne la modification du marché public de travaux relatifs au lot numéro 2, cette fois-ci pour la voirie et les réseaux divers, et pour les travaux d'aménagement porteur pour l'optimisation et le développement du port de la Faute-sur-Mer. Donc concernant les travaux d'aménagement porteur pour l'optimisation, par délibération du conseil municipal en date du 8 février 2019, le marché de travaux relatifs au lot numéro 2, c'est-à-dire pour les voiries et tous les réseaux, a été attribué à une société qui s'appelle Charrier TDD pour un montant hors taxe de 393 948 € et 62 centimes, qui se décompose comme suit. Une tranche ferme à 345 658 € et 48 centimes, plus une tranche optionnelle qu'on a appelée 3, qui pour un montant de 12 389 €, et une tranche optionnelle 4 pour 35 900 € et 55 centimes hors taxe. L'acte d'engagement de l'entreprise Charrier TDD pour le lot numéro 2, voirie et réseaux divers, précisait que le montant des PSE 1, contrôle accès 4, c'est-à-dire pour rentrer sur le port, maintenant il y aura un contrôle d'accès. Et ça, ça nous coûtait 9 119 € et 25 centimes hors taxe. Et pour la tranche accès 2, 9 119 € et 25 centimes aussi hors taxe. Or, il convient de préciser que ces PSE ne sont pas retenus et que le montant inscrit sur l'acte d'engagement est donc indicatif. Ces circonstances rendent nécessaire la modification de l'acte d'engagement du lot numéro 2, c'est-à-dire voirie et réseaux divers, par voie d'avenant. Le montant du marché initial du lot numéro 2, voirie et réseaux divers, attribué à l'entreprise pour un montant de 393 948 € et 62 centimes se décompose toujours comme suit. 345 658 € et 48 centimes. La tranche 3, 12 000 €, 389 et 59 centimes. Et la tranche 4, 35 900 € et 55 centimes. Tout ça, ça demeure inchangé. Et monsieur le maire, on nous demande de valider le fait que l'avenant numéro 1 relatif au lot numéro 2, voirie du réseau divers, précise bien que le PSE 1 et PSE 2 ne sont pas retenus. Ce qui avait déjà été décidé 2 fois. Voilà. Et c'est du formalisme d'État. Il faut en faire. On en fait beaucoup. Oui, mais Oui, même en liant, moi aussi, mais on nous demande de reprendre une délibération. en fait, c'est une délibération. qui dit exactement la même chose que ce qu'on a déjà dit. On l'a déjà dit ça, mais on nous demande de le redire devant le conseil municipal. C'est compliqué. C'est très compliqué. On s'épuise. Voilà. Pas de questions, donc pas d'avis contraire. Le rapport est approuvé. Il y a un mot des travaux de... Je peux le faire en 4 minutes. Oui. Un mot sur les travaux d'optimisation du port, parce que après cette réunion, nous avons une réunion avec les usagers du port. Donc il est logique que vous soyez informés, c'est pour présenter les programmes de travaux. En fait, Les calendriers de travaux. étant donné que les travaux vont être quand même extrêmement impactants pour les utilisateurs du port et les usagers du port, il nous paraissait nécessaire de les convier à une réunion d'information qui a lieu, si je veux dire tout à l'heure, au pavillon des Lunes. 10h30. Voilà. On leur rappelle évidemment l'historique du projet, c'est-à-dire que, et pour information, parce que ça ne mange pas de pain, puis ça vous rappelle quand même les choses, en 2015, on a fait les études de faisabilité et recherche de financement, puisque je vous rappelle qu'il est financé à 80% par l'État, la région et le département, qu'en 2016, on a recherché évidemment les partenaires, c'est-à-dire le maître d'ouvrage délégué, le bureau d'études environnementales et la maîtrise d'œuvre. Qu'en 2017, on a fait toutes les études sur 4 saisons. Rappelez-vous, il fallait justement faire les études, analyse de sédiments, études géotechniques, constitution d'un dossier d'études d'impact. Les petites bêtes, les petites fleurs. Aussi les petites fleurs, oui. En 2018, on a instruit réglementairement, dans le cadre du Code de l'environnement et de l'urbanisme, on a déposé les permis de construire, et on a fait l'enquête publique, et on a obtenu un arrêté préfectoral autorisant les travaux. À l'issue de tout ça, en 2018, on nous a dit 2 choses. 1, vous pourrez faire le port, mais à condition de faire un dévasage en juin et septembre, octobre. Donc ça contraint quand même les travaux. Hein. Quand on nous demande de dévaser, évidemment on ne peut pas tout dévaser d'un seul coup. Donc
ça nécessite d'envisager un tempo, un échéancier, un rétro-planning de travaux assez conséquent, qui forcément, quand on vous dit c'est de juin à octobre, qui impacte qui? Ceux qui utilisent leur bateau. Parce que généralement, les plaisanciers, c'est-à-dire 85% de ceux, 90% de ceux qui utilisent notre port, ce sont des plaisanciers. Donc, vous imaginez quand même l'impact pour celui qui prend ses vacances, qui est content de prendre un mois de juillet ou un mois d'août pour faire du bateau, et qui vous dites ah ben ça va pas être possible cette année. Donc, c'est pour ça que ça risque d'être un peu rock'n'roll. Et donc, en 2019, eh ben, on a consulté les entreprises et on démarre les travaux. L'idée est de rappeler à toutes ces personnes-là qu'on va donc dévaser le port, qu'on va conforter les rénovations des berges, rénover les berges, qu'on va reconstruire l'ensemble des pontons, quasiment la totalité des pontons, qu'on installe des pontons flottants beaucoup plus longs et plus importants, sur la cale aussi, c'est-à-dire qu'il y aura des pontons flottants sur la cale qui permettront justement un usage plus confortable. La création d'une zone technique et de stockage à terre des bateaux, autrement dit un port à sec. Une création d'aires de carénage que nous n'avions pas, maintenant on pourra caréner à la faune sur mer. La création d'une capitainerie et de cabanes professionnelles devant la zone professionnelle du port. Et puis on va organiser différemment le stationnement, la déambulation, les voiries sur le port devant la capitainerie et justement pour avoir des services et des accès qui optimisent l'offre de services. Et puis l'idée étant d'expliquer à tous nos usagers une sorte de rétro-planning et de planning des travaux qui va, alors je vous explique, hein, grosso modo on a une ligne de temps qui va de maintenant jusqu'à mars 2020. Et l'idée, c'est à partir de quand on fait telle partie des pontons, on dévase telle partie des ports. Une fois qu'on dévase, il faut déconstruire non, on déconstruit d'abord les pontons, on dévase, on repose des pontons, sauf que ça ne se fait pas au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez bien compris que quand on déconstruit des pontons, il ne faut pas tellement longtemps. Mais pour reconstruire les pontons, il n'y a personne qui stocke des pontons dans des hangars et des usines pour nous. Donc, quand on déconstruit en 15 jours ou 3 semaines 10 pontons, il va nous falloir 2 mois ou 2 mois et demi pour les reconstruire, et même 10. Or, le délai qui se déroule entre le moment où vous avez dit à vos bateaux il faut s'en aller parce que là on va déconstruire, dévaser et reconstruire, et le moment où ils vont pouvoir ramener leur bateau, il va falloir les mettre où les bateaux? Donc déjà vous ne pouvez pas utiliser le port, mais en plus il faut expliquer aux gens ce qu'on va faire de leur bateau. Donc c'est tout ça qu'on va leur expliquer tout à l'heure, c'est comment ça va se dérouler, quelles vont être les contraintes, quelles sont les compensations auxquelles on a pensé, quelles sont le début de leur capacité d'usage et la fin de la capacité d'usage. Compliqué. Voilà. Merci Laurent. C'est compliqué parce que c'est des travaux en site propre, on continue à exploiter comme quand dans un commerce on continue à vendre. Là on continue à exploiter un port avec des contraintes qui s'imposent par... En sachant qu'à un moment donné, il y a 45 bateaux qui ne pourront plus aller à l'eau. En moyenne, 45 bateaux qui ne peuvent plus aller à l'eau pendant 1 mois, 1 mois et demi, et c'est 2 mois ou 3 mois, c'est compliqué. Alors en même temps, ça va être la découverte du port à sec, puisque par définition, pour replacer des bateaux, le port à sec a toute son utilité. Voilà, merci donc pour ces 2 avenants et surtout le mot d'impôt sur ce qui va être l'objet de notre réunion. Je propose le dernier dossier de conseil qui est important. Il s'agit du renouvellement du contrat de concession de service portant délégation de service public relatif à l'exploitation, la gestion et l'entretien du casino de la commune de la Côte. Et il s'agit de l'autorisation du lancement conformément à l'article 14.11.4 du Code général des collectivités territoriales. Je dis un mot de présentation générale, puis je lis le rapport parce qu'il est quand même très précis. Le casino exploité par la société Toraja est en activité depuis mars 2002 avec une fin d'exploitation dans les autorisations dont il dispose pour le 29 février 2020. Donc l'objectif de ce rapport, de notre décision d'aujourd'hui, c'est de lancer la consultation pour permettre l'exploitation d'un casino dans le bâtiment communal. Voilà, j'ai fait aussi vite que possible et je vais vous donner précisément parce que le rapport est juridiquement important, mais également quelques indications financières. Donc par traité de concession, puisque c'est par un traité de concession que la société Toraja exploite, le traité de concession date du 13 décembre 2001.
l'exploitation du casino des Dunes est donc possible avec 3 activités principales, conformément à la réglementation. Les jeux, c'est l'essentiel, l'animation et la restauration. Ce contrat a été conclu pour une durée de 18 ans, à compter de la date de première autorisation délivrée par le ministre de l'Intérieur, à savoir le 1er mars 2002. Vous verrez là, il y a toujours cette dualité entre la réglementation des jeux et la réglementation du Code des marchés publics. Donc, 1er mars 2002 pour les autorisations de jeux du ministre de l'Intérieur, fin de l'exploitation 29 février 2020. En tant que commune classée station de tourisme, la commune de La Faute est autorisée à accueillir un casino sur son territoire. Alors, je fais une parenthèse courte, je le dis notamment à l'intention de Christophe en le remerciant, parce que le classement de son hôtel a permis de remettre le dossier en accélération. La commune de La Faute, l'arrêté de classement de station de commune touristique a été signé par M. Le Maire, ministre de l'économie, et il doit être à la signature ce week-end de M. Le Drian. Parce qu'il y a une double signature. Il part aussitôt après au secrétariat général du gouvernement, au service du Premier ministre, pour être publié dans au journal officiel. Donc, les contacts que j'ai avec le ministère du Tourisme, le ministère de la Direction générale des entreprises, Christophe comprend mon empressement, parce que c'est très compliqué, on suit le parapheur pratiquement semaine après semaine. Donc on est dans le bon chemin. La gestion d'un casino, comme je vous l'ai indiqué, est également soumise à l'autorisation du ministre de l'Intérieur, qui est délivrée en considération d'un cahier des charges que le ministre approuve. Alors, la particularité des casinos, c'est que si les jeux d'argent ne constituent pas une activité de service public, ça se saurait, pour autant, enfin, sauf les impôts sans doute, si on peut parler de jeux d'argent. Pour autant, la gestion d'un casino comprend obligatoirement des activités de jeux d'animation de restauration qui concourent aux objectifs de développement touristique. Et le juge administratif, dans un arrêt du Conseil d'État et sa groupe Partouche du 19 mars 2012, a considéré que les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose aux co-contractants une participation à ces missions et que la rémunération est substantiellement assurée par les résultats d'exploitation, ont caractère de délégation de service public. En d'autres termes, on ne peut pas passer un contrat avec un opérateur de casino comme ça, au coin d'une table. On rentre dans une délégation de service public obligatoirement, d'où le rapport de présentation qui fait référence à l'article 14.11 du Code général des collectivités. Il faut donc pour tout renouvellement, outre les dispositions particulières propres à l'argumentation des jeux, il faut que les gens soient autorisés par le ministre de l'Intérieur sur l'argumentation des jeux, il y a également tout ce qui a trait à la délégation de service public. Une autre parenthèse, la particularité de la relation avec le casino, c'est qu'il y a une délégation de service public, une autorisation de jeu du titulaire et également un bail, puisqu'on est dans un bâtiment communal. Mais le bail fait l'objet d'une autre convention. Ce n'est pas dans la délégation de service public qu'on traite la question du bail. Préalablement, ce renouvellement, c'est l'objet de notre délibération. Il faut se prononcer sur 3 questions. Est-ce qu'on souhaite le maintien de jeux sur le territoire communal? Ça sera assez simple. Et quel est le mode de gestion? Ça sera assez simple parce que la jurisprudence nous donne le mode d'emploi. Et quelles sont les caractéristiques principales du contrat de concession qu'on va soumettre à la consultation publique? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je fais vite quand même. Pour la première question, maintien de l'autorisation des jeux sur le territoire. Je vous rappelle que les jeux aujourd'hui, c'est des jeux traditionnels, une table de jeu ainsi que 50 machines à sous. J'ai cru comprendre qu'il y aurait bientôt une machine électronique, demandez-moi pas laquelle, je ne suis pas un spécialiste des jeux, mais une machine de plus qui a une certaine valeur et qui est une référence dans les jeux de casino, mais elle arrive en mars, je vous signale pour information. Par ailleurs, un restaurant et un bar. Le délégataire actuellement emploie 20 personnes à temps complet et temps partiel. C'est donc un des premiers employeurs, peut-être le premier employeur de la commune. La contribution financière du contributeur à la commune pour l'année 2018 s'est élevée à 210 973 au titre du prélèvement sur les jeux au profit de la collectivité, ce fameux prélèvement, ce pourcentage de prélèvement
qui crée d'ailleurs une particularité à notre budget, puisque c'est une somme importante au regard du budget. Et en même temps, je l'ai dit souvent, et René probablement avant moi, notamment depuis 2010, il y a une décroissance très nette des contributions fiscales au titre des prélèvements de jeu, parce que les casinos, j'en dirais un mot, sont entrés dans des concurrences nouvelles, des interdictions particulières et l'interdiction de fumer. 210 973, c'est quand même considérable. 24 557 au titre de l'occupation du domaine public, et là je dis bien qu'il s'agit du bail. Par ailleurs, le casino organise des événements sportifs, de loisirs, des spectacles sur le territoire qui contribuent au développement de l'attractivité pour un montant annuel de 40 à 50 000 euros. Alors, les sommes sont importantes, mais je fais référence par exemple au week-end roller. Donc il y a un certain nombre d'animations, il y a eu à un moment des feux d'artifice, cette année le fête de la musique, il y a eu plein de manifs, donc moi j'ai demandé globalement la moyenne, mais j'y reviendrai parce que c'est une question importante, donc de l'ordre de 40 à 50 000. Donc à la fois le casino contribue au rayonnement touristique, station classée casino, et puis par ailleurs il est une source de recettes non négligeable. Aussi vous comprendrez que je propose de maintenir l'autorisation de jeu sur le territoire de la commune. Et ainsi je propose de répondre positivement à la première question qui vous est posée. Toutefois, afin de lutter contre l'addiction au jeu, un programme opérationnel de protection des joueurs compulsifs sera proposé et mis en œuvre par l'exploitant du casino. Merci. Deuxième question, choix du mode de gestion. Alors là, vous l'avez compris, l'arrêté du 14 mai 2007, dans son article 3, prévoit le recours à un mode de gestion délégué, d'où la procédure de délégation qui figure aux articles 14, 11, 1 que j'ai déjà cité du Code général des collectivités. Alors, cet article énonce, je peux peut-être éviter de vous le lire, hein, il énonce que les établissements publics doivent confier la gestion de services publics avec des procédures de convention de délégation, que l'article fait référence également au Code de la commande publique et énonce les modalités des différents articles, notamment le 11, 21, 1 du même Code, et il indique que les parts de risque transférées aux concessionnaires impliquent des expulsions aux états du marché. Donc, il explique les conditions d'exploitation qui sont importantes, ainsi que les questions d'investissement qui sont à la charge de l'exploitant de l'ouvrage. Donc, pour répondre à la deuxième question, c'est assez simple, puisque le chemin est directement indiqué par la loi. Conformément à l'argumentation, il convient donc d'opter pour un mode de gestion délégué du casino. Et la convention conclue de l'argumentation sera conclue selon un ensemble contractuel formé de deux conventions distinctes, je le disais tout à l'heure, un bail sur les locaux et un cahier des charges sur la consultation de l'entreprise. D'autant plus que, c'est quand on avait fait l'agrandissement du casino à l'époque, c'est M. Sam qui avait payé presque en totalité. Hein. C'est la commune qui avait déposé le permis de construire. Et c'est surtout la société de Raza qui avait financé l'établissement, toute la retourne. Alors, troisième question, là c'est plus sensible, les caractéristiques du futur contrat de concession, sa délégation de service public, parce que c'est ce cahier des charges qu'on va envoyer à la consultation publique et pour lesquels les opérateurs qui souhaitent exploiter le casino, dont possiblement la société qui exploite aujourd'hui, devront et pourront répondre. L'objet du contrat sera un contrat de délégation de service public avec pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du casino, au risque et péril de l'exploitant. Le délégataire assurera les trois activités incontournables, jeux, animation et restauration, devra donc contribuer au règlement touristique de la commune en associant au jeu et à la restauration une animation variée. Cette contribution pourra se faire soit par l'organisation d'événementiels directs, soit par un soutien financier au programme d'animation de la commune ou d'opérateurs locaux œuvrant pour l'organisation de manifestations culturelles, sportives, touristiques et de loisirs. Vous voyez, on est un peu plus précis sur les modalités d'animation et j'y serai encore un peu plus après. La durée de la convention est proposée pour une durée contractuelle d'exploitation de 15 ans, justifiée dans ma proposition par la réalisation de travaux de renouvellement des dépenses liées aux infrastructures, aux équipements en compatibilité avec la durée du contrat.
Les investissements portant sur la réorganisation des espaces jeux, restauration événementielle seront en phase avec les nouvelles tendances liées à l'univers du jeu et tiendront compte des exigences propres au développement durable. La question de la durée est également liée puisque l'ensemble du mobilier à exploiter, que vous connaissez, propriété de la commune, est mis à la disposition du futur exploitant moyennant un versement d'une redevance d'occupation domaniale. La responsabilité, le délégataire est seul responsable du bon fonctionnement des équipements et les travaux, enfin, l'exploitant assurera la réalisation de tous les travaux d'entretien, de maintenance, de renouvellement des immeubles, y compris de grosses réparations. Les candidats devront également proposer un niveau d'investissement en adéquation avec la durée du contrat. C'est aussi pour ça qu'on raisonne sur 15 ans. Dans le cadre de ces investissements, les candidats devront proposer une destruction de bâtiments et la réalisation d'un ensemble hôtelier. C'est une règle de droit. Donc, vous voyez que la durée, elle est liée au cycle d'amortissement des équipements liés au jeu, mais également à l'obligation d'investissement et d'entretien du bâtiment de propriété communale. Les deux sont liés. J'ajoute, et je ne l'ai pas indiqué dans le rapport, que le choix de la durée est aussi lié à la nécessité pour la Faute-sur-Mer qui dispose d'un petit casino de ne pas se voir manger par des gros opérateurs qui peuvent avoir vocation actuellement de prendre les petits pour les jeter. On sait qu'il y a une stratégie d'implantation de gros casinos sur des espaces larges qui ne profitent pas aux petits, qui sont souvent utilisés puis jetés, y compris avec des transferts de droits de jeu. Donc, pour ça, il faut stabiliser la machine. Si on veut ne pas stabiliser la machine, on met un contrat de 8 ans, avec des difficultés d'amortissement. Ou pire, on met, parce que c'était une proposition juridique possible, on met un contrat de 8 ans et des conventions complémentaires pour prolonger jusqu'à 15 ans. Ce qui peut conduire un opérateur à ne pas dépenser beaucoup pendant 8 ans, pour laisser le soin de débarquer ou de se débarquer au bout de 8 ans et laisser la charge aux repreneurs de faire tous les travaux d'investissement qui n'ont pas été faits. D'où cette durée de 15 ans. Prélèvement sur le produit des jeux, c'est lié à la durée, 15 ans. Donc la proposition que je vous fais, le taux de prélèvement sur le produit brut des jeux fera l'objet de discussion avec les candidats, parce que c'est leur proposition, avec un objectif de la commune de mettre le taux à 15%. Donc le maximum, c'est 15%. La négociation et la consultation en lance, c'est pour avoir 15%. Je rappelle qu'il y avait un système un peu curieux qui sans doute résultait du fait que c'était un lancement de casino. Il y avait pour des tranches, 4 tranches de mémoire, qui étaient de faible niveau, du genre 5% pour les premières tranches de 200 000 €, 7% pour la tranche suivante, puis on passait à 15%. Globalement, si je ne me trompe pas, le calcul tourne autour de 14,5-6% quand on fait le constat actuel, puisque les premières tranches dégradent la rentabilité, entre guillemets. Donc moi, je vous propose qu'on maintienne un objectif de taux à 15%. En ce qui concerne la contribution à l'animation culturelle touristique, je vous propose que nous indiquions dans notre consultation que le montant de cette contribution pour professionnaliser un peu cette partie de l'animation que je trouve un peu trop molle. Le montant de cette contribution ne pourrait être inférieur à 2% du produit brut des jeux. 2% du produit brut des jeux actuels, c'est 40 000 €. Donc je vous dis que la fourchette était de 40 à 50, et vous voyez que ça va être un élément de la stimulation des offres. C'est-à-dire que quand je dis ne doit pas être comme barre inférieure à 2%, c'est-à-dire que j'en invite les candidats à être à 2,5 voire à 3%. Et ça fera partie des éléments de notre choix. Le délégataire contribuera aux dépenses directes et indirectes assumées par un avis de tout autre opérateur, donc c'est le même dispositif, qui lui est lié dans le domaine de la promotion du tourisme, des activités culturelles, sportives, artistiques ou d'événements d'intérêt général. Ce qu'on rajoute, c'est qu'au plus tard, le 20 décembre de chaque année, j'ajoute que la comptabilité des opérateurs de casino est souvent bouclée fin novembre, elle n'est pas sur l'année civile. Donc, fin octobre, elle n'est pas sur l'année civile. D'où notre proposition, au plus tard le 20 décembre de chaque année, le délégataire fera valider par le concédant un programme d'animation précisant la destination de cette contribution. C'est-à-dire qu'on sera moins dans un truc mou, on sera plus dans, naturellement, c'est le délégataire qui est contributeur, c'est lui qui paye,
mais il y aura un contradictoire avec la commune qui sera plus précis. Protection contre l'addiction du jeu. Ce programme sera proposé contre les joueurs compulsifs, naturellement, dans le cadre de la délégation. Voilà pour les 3 blocs qui sont les plus importants. Pour les étapes de la consultation, alors il faut faire référence ici au Code général des collectivités, au Code de la commande publique. La commune va procéder donc, sur la base de ce rapport, à une procédure de publicité de mise en concurrence. Nous allons lancer, et puis Stéphane recueillir des candidatures et des offres. Nous allons ouvrir et analyser les candidatures par une commission de délégation de service public. Donc nous allons réajuster les membres tout à l'heure. Nous allons ouvrir et analyser les offres par cette commission. Je pense qu'on sera là autour de l'été. Il y aura d'éventuelles négociations avec toute partie des candidats ayant présenté des offres. La négociation est possible dans la délégation de service public. Je vous proposerai un débat et l'Assemblée délibérante aura à choisir le délégataire en 2019 pour une exploitation qui cessera en 2020. Au regard donc de l'article 14.11 que j'ai cité du Code général, du Code de la commande publique, du Code de sécurité intérieure, notamment les articles L321 et suivants, les articles du Code général des collectivités, c'est les 23, 33, 54, de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, sur la base d'un rapport établi au regard de l'article 14.11.4 du Code général, qui présente les caractéristiques que je vous ai précisées des prestations qu'on attend du délégataire. Je vous propose donc de délibérer pour décider d'émettre un avis favorable au maintien des jeux sur le territoire au titre de la période postérieure à la date d'échéance du contrat en vigueur. Premier point. Deuxième point, d'approuver le principe d'une concession de service public, délégation de service pour l'exploitation de la faute. Troisièmement, d'approuver les caractéristiques de la délégation, notamment les prestations confiées telles que je vous ai présentées dans le rapport, et de m'autoriser, quatrièmement, à engager une procédure de mise en concurrence conformément à l'article 14.11 et suivant, à nouveau cité, du Code général des collectivités et du Code de la commande publique. Voilà, chers collègues, long chemin, après un très long chemin, puisqu'il y a eu 18 ans d'exploitation. On est cette fois-ci sur un temps plus court, pour un sujet qui n'est pas neutre dans notre commune, au moment où elle va retrouver son statut de station classée, et qui est encore moins neutre pour les finances communales et l'animation touristique au pays. J'en ai terminé. Je crois que j'étais assez précis parce qu'il faut l'être quand on est sur des délégations de service public. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, effectivement, à l'époque, on avait rebondi par bail de 18 ans. C'était un souhait d'une part de M. Plam et d'autre part de la collectivité, comme tu l'as si bien notifié tout à l'heure. C'était un peu pour pérenniser les investissements qu'ils avaient réalisés. Donc, manifestement, c'est de donner un certain support financier, une certaine. Voilà, par rapport à la durée. Est-ce que, pour l'animation, est-ce que c'est toujours un pourcentage du chiffre d'affaires ou est-ce que ça a été modifié quand même? Non. Il n'y a pas de pourcentage. En fait, dans le contrat actuel, il n'y a aucune indication. Il n'y a aucune indication. Il y en a qui sont trompés de réunion. Tu peux leur indiquer. Parce qu'on connaît les marques. Donc, dans l'exploitation actuelle, en fait, l'obligation est un peu molle. Vous avez compris que dans le casino, il y a 3 choses. Il y a les jeux, c'est l'essentiel. Il y a la restauration, c'est pas neutre, parce que ils ont des obligations de restauration. Et il y a l'animation. Mais le dispositif d'animation, y compris dans la précédente convention, était un peu flou. C'est par reconstruction qu'on dit entre 40 et 50. Donc vous l'avez compris, là on est beaucoup plus rigide, puisqu'on dit c'est au moins 2% des produits de jeu. Et si on tient compte de leur exploitation actuelle, au moins 2%, c'est 40 000 euros. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va l'associer au chiffre d'affaires. C'est vrai que plus le casino se porte, plus il a les moyens de faire des éliminations. Et on le constatera, c'est-à-dire on fera le bilan régulièrement. Voilà pour cette question. S'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous propose d'approuver ce rapport important qui fera l'objet de nos travaux de commission. Je pense à Michel,
à Jean-François, à Laurent, puisqu'on aura à se réunir pour la commission d'appel d'offres, et on représentera le dossier du Conseil, je pense en 2019, dans un calendrier qui nous permettra de sécuriser la pérennité du casino de la Côte-sur-Mer. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Si on n'a pas, le rapport est approuvé. On est terminé pour le sujet principal de la réunion. Je voulais simplement vous dire un mot. Je pense que je réunirai d'ailleurs les opérateurs, les habitants, les opérateurs pardon, des campings et probablement les gens du secteur de la bergerie, parce que il y a eu un certain nombre d'explications de texte un peu sévères au regard de l'inaction d'une direction de l'État qui n'a pas tenu les engagements sur lesquels elle s'était engagée devant le préfet de la Vendée, devant moi-même, en ce qui concerne la passerelle de la bergerie, celle de la réserve de Val-Henriette. Donc je vous rappelle que cette passerelle a fait l'objet d'une très longue instruction, que je vais d'ailleurs détailler lors de mes vœux. Avis favorable de la commission scientifique régionale du patrimoine naturel, 19 novembre. C'est l'ADREAL. Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, CNDPS, c'est la DDTN. C'est cette direction qui n'a pas tenu la parole de l'État. Conseil scientifique de la réserve du 17 décembre 2018, le 11 décembre. Le préfet a délivré, avec l'accord de l'ADREAL, une autorisation de réalisation de travaux le 4 avril dernier. Et nous n'avons toujours pas l'occupation temporaire du domaine public parce que, apparemment, un fonctionnaire ne fonctionne pas. Il n'y en a pas 15. Mais en tout cas, il y en a un là. Donc, tout ça a conduit à monter en chauffe, comme me l'a dit le secrétaire général de la préfecture, que j'ai appelé pour lui rappeler les engagements pris devant le préfet. Alors malheureusement, comme l'État a traîné, je rappelle que le dossier de demande d'AOT, il était complet en janvier, hein, ce qui est quand même un peu comble. Donc j'ai répondu en ce qui me concerne, puisqu'on me posait par la présidente de région des questions. J'ajoute que cette passerelle n'est pas sous maîtrise d'ouvrage de la commune, elle est sous maîtrise d'ouvrage de la région. C'était un accord négocié, discuté avec Bruno Retailleau après l'abandon de Littoralis. Elle est entièrement financée par la région. Donc, j'ai répondu à un courrier que le préfet a fini par envoyer à la région, en me mettant copie, en indiquant les conditions de sécurité que nous mettrons en œuvre dans le cadre du plan communal de sauvegarde, parce que naturellement cette passerelle, elle sera fermée lorsqu'il y a des vagues sur Nation. Enfin, c'est tellement évident qu'il suffisait de poser la question en janvier ou en décembre. Je lui avais d'ailleurs répondu devant les membres de la commission, et que je l'interdirai également pour des collectes de plus de 100 avec surcote, parce qu'on sera juste à la Floride. Pour autant, les nouvelles qui m'inquiètent, c'est que je ne suis pas sûr que... Je vous donne des infos parce que j'attendrai probablement une quinzaine de jours avant de faire la réunion avec les professionnels de tourisme. C'est que je pense que la région n'est plus en mesure de réaliser la passerelle pour le mois de juillet. Ben oui, parce qu'à partir du moment où elle n'a pas l'AOT, elle a fait les choix d'entreprise, mais elle n'a pas délivré les ordres de travaux des entreprises. Et ces entreprises n'ont pas donc passé les commandes de bois spécifiques qu'il faut pour mettre dans un milieu marin aussi contraint. Donc je crains, je suis même quasi persuadé maintenant que la passerelle ne sera pas opérationnelle au 1er juillet. Donc avec les services Jean-François et Eric notamment, on va tenter de trouver des solutions pour proposer des solutions alternatives qui seront limites, qui ne sont pas idéales, mais il faut qu'il y ait à la fois des conditions de sécurité pour la population et des conditions d'environnement pour la réserve. Et je voudrais vous redire ici toute la qualité du travail qu'on peut faire avec le conservateur de la réserve, avec Sylvain Hulot. Toute
la qualité du travail qu'on peut faire de sous-préfet des Sables. Je vais d'ailleurs à la commission de la réserve jeudi prochain au Sable. Je vais peut-être croiser un fonctionnaire qui n'a pas fonctionné, d'ailleurs, ce sera intéressant. Mais pour vous dire que tout le monde, vraiment tout le monde, s'est mis du bon côté pour faire avancer le dossier, mais que c'est pas difficile de bloquer un dossier ou de l'empêcher d'avancer. Donc c'est une vraie contrainte parce que on a l'obligation d'assurer la sécurité et on a l'obligation d'assurer l'environnement de la réserve. Donc j'espère avoir de bonnes nouvelles sur le calendrier, mais pour le moment elles sont un peu contraintes. Voilà, je voulais vous donner cette info puisqu'elle est d'actualité de la fin de semaine dernière. J'ai eu le projet de courrier de la région vendredi soir. En ce qui me concerne, c'est terminé, il est 12h10, Jean-François. Et qui c'est pas Voltaire qui disait que le chemin est long du projet Aristote? Pardon. C'est pas Voltaire qui disait que le chemin est long du projet Ah oui, Aristote. oui, il est très... C'est la stricte vérité, hein, des gens. Juste un mot rapide sur les questions de santé qui sont traitées plus au CIVOM, c'est pour ça qu'on en parle en questions diverses ici. Premièrement, comme tu l'as évoqué, la pose de la première pierre a eu lieu cette semaine, qui témoigne que sur le plan immobilier, la construction du bâtiment et l'adaptation qui consiste à garder le squelette de la maison du juge se fait dans les temps, et que l'architecte qui était présent bien sûr à cette première pierre a confirmé que le timing était resté compatible, malgré quelques avatars qui existent toujours dans ces cas-là, avec la mise à disposition des professionnels au premier trimestre 2020. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le même temps, on en est à reprendre contact, ça n'a jamais cessé, avec les professionnels de santé, sur la base d'indications de ce que sera le loyer. C'était la condition, bien sûr, pour que leur engagement se confirme ou pas. Et on a maintenant, compte tenu du plan de financement, des indications très précises qui permettent d'une part d'offrir un loyer différent aux médecins d'un côté et un loyer inférieur aux autres professions de santé, et d'autre part de même aller jusqu'à envisager pour chacune de ces catégories une fourchette haute, une fourchette basse, en anticipant sur un degré d'occupation qui serait maximum, optimum ou un peu bas. Voilà. Et en ce moment, les uns et les autres confirment leur intérêt sur la base de ces chiffres-là. Et puis enfin, dernier point, parce que vous allez me le demander, où en est-on de l'arrivée des médecins effectivement, aujourd'hui, peut-être à 24 heures près, je ne sais pas en dire un beaucoup plus. On a eu dit, et tout le monde est au courant maintenant, que l'arrivée du médecin que le docteur Farmy avait introduit en son temps, qui a été perturbé par des procédures administratives, par un petit problème de santé. Je l'ai dit parce que je trouvais que, d'abord, les médecins ont le droit d'être malades, un peu, comme les autres, et deuxièmement, parce que c'est pas la peine d'entretenir une espèce de rumeur, d'incertitude. Bon, et on est encore sur cette incertitude. Néanmoins, puisqu'il a encore fait des examens cette semaine, et donc c'est vrai qu'à quelques jours près ou quelques heures près, je ne peux pas en dire beaucoup plus. En tous les cas, comme vous l'avez vu, la collectivité bénéficie bien sûr de la solidité du docteur Préchou et de la disponibilité qu'offre le docteur Labbé, que certains connaissent comme étant un remplaçant quasiment titulaire et qui est apprécié d'une part, et surtout, malgré quelques contraintes qui lui sont propres, lui aussi s'est débrouillé pour que pratiquement en dehors d'une semaine par mois, je crois, dans une commune de l'intérieur, il est là tout le temps. C'est pour ça que je parle de lui en parlant du remplaçant titulaire. Il se montre très, très attentif à la réponse que attendent les uns et les autres. Voilà. Merci. Jean-François. Je n'ai pas indiqué, mais dans le programme de la semaine, j'ai également une rencontre enfin avec les responsables du département, le sénateur Bruno Retailleau, mon collègue de Lyon, pour aborder enfin la mise en œuvre de l'arbitrage qui a été rendu il y a maintenant fin février. Là encore, le temps est donnant.
la possibilité pas immédiate. J'espère avant l'été que nous n'aurons plus ces barrières rouges et blanches. Je sais qu'on aura un marquage au sol, je le négocie à 5,50, mais je pense que c'est impossible de passer l'été avec ces trucs. D'ailleurs, on le voit, ils sont... Ça, c'est un problème énorme avec les camping-cars, déjà. Déjà maintenant, y compris pour des questions de sécurité. Par contre, Je tiens. je voulais poser une question. Les vélos, ils peuvent passer par le grand pont ou il faut qu'ils passent par le petit pont? Non, alors la difficulté, Christophe, actuellement, c'est que les travaux du parc contraignent les vélos, même s'ils peuvent passer, quand ils voient les travaux, naturellement, ils prennent la route. Là, c'est en jaune. Et ben, oui, alors c'est pour ça que notamment ces grandes, ça porte un nom, hein, ces codes sont très contraignants parce que s'il n'existait pas, les cyclistes pourraient au moins se mettre à l'intérieur, parce que à l'intérieur c'est de la route. Hein, mais bon, alors moi je pense que si le département veut maintenir son système de rétrécissement, pour des raisons de tonnage, sur lequel la rationalité n'est vraiment pas certaine, mais bon, pour le moment il est compétent, hein, c'est comme pour les 80 à l'heure, il faut qu'il assume maintenant. Mais au moins tu as raison que quand on a en plus des vélos, c'est dangereux. Et aujourd'hui, le cyclotouriste qui commence à revenir très nombreux, on les voit effectivement sur la voirie, au milieu des camions et des camping-cars. C'est un report rassurant. Alors peut-être que je vous revois avec Jean-François pour que l'accès du petit pont soit libéré dès qu'on a terminé le parc, pour que les flux reviennent par le petit pont piéton et cycliste. On ne pourrait pas faire comme, mettons, dans l'île de Ré, un côté du pont pour les vélos, et l'autre côté pour les piétons, sur le trottoir du grand pont. Le trottoir du grand pont, il est assez large. Excuse-moi Pierre, Le ce passage qui a été arbitré, Ouais. c'est qu'il y aura un petit pont piéton et cycliste, quel qu'il soit. On va peut-être nous apprendre qu'il est réparable, le petit pont maintenant, puisque à force de dire qu'il ne l'était pas, maintenant qu'on a que j'ai négocié notre solution, Il y a forte on chance. va peut-être voir qu'il est réparable. Bon, Tant mieux. donc tu comprends que s'il est réparable, on aura des flux piétons, circulation et cyclistes qui prendront le petit pont. Alors après, moi j'attends un peu le département pour savoir ce qu'ils vont faire du problème de rétrécissement, parce que le rétrécissement, il avait dans l'esprit du département deux vocations. Éviter les croisements de plus de 19 tonnes de mémoire et permettre les vélos, le passage des vélos. Mais à partir du moment où on a rétabli le petit pont, où on l'a réparé, on n'a pas besoin de faire passer les vélos sur le pont routier. Donc ta proposition, pour le moment, si tu veux, je la retire, parce qu'elle pourrait plaider en faveur Oui, de l'idée où non on n'a réparé plus le besoin de pont. petit pont. Voilà. Donc s'il te plaît, ne remets pas en cause ce qui a été difficile au Je m'excuse. Le département est pas logique parce qu'il y a des moins de 19 tonnes qui ont le même gabarit que les 19 tonnes. Quoi. Donc, Non, puis les 19 tonnes qui peuvent se suivre. Ouais, puis deux Le poids, qui c'est Non, mais je plus veux dire, par rapport au indicateur. fil Allez, je ne vais pas ouvrir votre débat sur les 19 tonnes. J'avais une question. Juste au bout de l'avenue de l'Océan, qui donne sur le petit parvis là, devant le parc. Moi, j'ai à côté de chez Nathalie, il y a un stop. Alors le stop il est pillé, parce qu'il y a un camion qui a dû se prendre. Et par terre, il n'y a pas de bande. Pas encore. Ouais, parce que l'autre jour, il y en a trois, ils s'arrêtent pour. Ils croient que c'est une priorité à droite. Hein. Ouais. Allez-y, bon. Ok, on le note. Déjà qu'ils s'arrêtaient pas beaucoup avant. Non mais de toute manière, vous avez compris que il y a de l'éducation à faire autour des nouveaux aménagements, de l'éducation pour le stationnement. Les gens qui stationnent sur les trottoirs jaunes, les trottoirs jaunes ils ne sont pas faits pour les bagnoles. Dès qu'il y a une tache d'huile, c'est foutu. Par ailleurs, je le dis, le parc a été bien pensé. Mais on pense jamais au pire. Et moi, je pense en ce moment au mouvement de gens du voyage. Je ne veux pas que le parc soit hyper accueillant. Donc, on sera contraint d'avoir des plots qui vont venir, y compris pour empêcher le stationnement. Et naturellement, tu as raison, il y a des problèmes de réglementation et de stop. Alors, en même temps, n'oubliez pas qu'on a fait ces nouveaux revêtements-là, qui tiennent le coup, mais pendant un certain temps, ils sont assez glissants et il faut attendre qu'ils s'imprègnent avant de les balayer. Mais il faut finir ça rapidement. Mais j'ai vu hier soir que le pari était pratiquement terminé.
Donc la forme quand même commence à prendre un peu d'élan. Et le succès du parc, des boules et des jeux, et quand même, tous ceux qui ont des petits-enfants ou des enfants peuvent vous dire que c'est un... Il y a des gens qui viennent de loin et qui reviennent parce qu'il y a le parc ici. Donc ça, c'est bon signe. Par contre, ce qu'il aurait fallu faire, c'est avant de commencer, c'est tailler les arbres. Il y en a quand même 2 qui sont partis, c'est que des bondesses, c'est quoi, ils construisent. Non, mais tu as il y a 2 qui se sont tombés. Tu as raison, alors, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses à faire, et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et la première, c'est de faire des tailles d'arbres beaucoup plus souvent, parce que si les arbres sont tombés, c'est parce qu'ils sont en feuilles, et donc il faut les étêter. Alors c'est pas très beau, c'est un peu curieux dans un parc, mais il faut le faire. Et deuxièmement, il faut vérifier, il y a un certain nombre d'arbres qu'il faut faire tomber, qui ne tiennent plus. Et quand il y a un coup de vent, ils tombent. Donc, par ailleurs, je précise que le parc doit être soumis à des règles du plan communal de sauvegarde, SANI, pour des accès interdits, notamment quand il y a du vent ou qu'il y a des risques d'inondation, parce que le vent peut être dangereux avec des arbres fragiles. Donc, tu as raison. Donc le long où il y a les trottoirs jaunes, là, vous allez mettre des plots. Parce que malheureusement, c'est pas très beau, hein, mais... Devant chez Nathalie, il y en a déjà un qui a joué avec son vélo. Non, mais ils le font, normalement. Il arrive à fond avec son vélo, puis il a donné un grand coup de patin. Ouais. Donc une trace comme ça. Enfin, il y a eu... Je dirais pas le nom, mais... Il y a eu des bagnoles, je dirais pas le nom non plus. Ouais. Ah, il y a eu des voitures. Hey! Tu sais, pour finir, ça, les voitures. Je les connais, hein. Et on les connaît tous. Allez, ils allaient à la Je voulais savoir, moi, juste pour mes vides-greniers cet été, Ouais. est-ce qu'on le fera toujours dans le parc ou quoi? C'est avec toi que je vais Ah non, pouvoir voir? l'animation, ce sera plutôt Laurent. Hein. L'animation, c'est Laurent. Il n'y a aucun problème, au contraire. Ouais. Vous Non, aurez parce du qu'on confort. commence déjà à me demander par téléphone. Au contraire, vous aurez du confort. Vous pourrez... Et on sera vers où? Vous nous faites une proposition. Il faut plutôt garder les stationnements pour le stationnement. Oui, ça je veux. Et Plus c'est dans le fond, là-bas. toute la piste cyclable. Il y a Sud-Est. eu un pique-nique d'hiver. Hein. Oui. Il faisait quand même très froid. La piste cyclable, elle peut être utilisée en piéton cyclable, mais en mettant juste derrière, sur l'herbe, les exposants. Au contraire, c'est très joli parce que c'est le long des jeux. C'est ça. Ok. Il n'y a pas de problème. Par contre, la braderie, on la garde dans la rue. Comment? Oui, bien sûr. Non. On parle de vide-grenier. Oui, oui. Mais par contre, la braderie reste dans la rue. Ah non, mais les 2 jours de braderie sont dans la Oui, rue. Mais c'est les 2 vides-greniers qu'on fait au mois de juillet. Pas la même chose. Ok. Y a-t-il... oui, Sur le nouveau parking, le boulevard de la Forêt, oui. il y a un problème avec certains camping-cars. Oui, oui. J'arrête pas de les enlever, Bon, de les arrêter. parce qu'ils sont sur la piste cyclable. Ils sont sur la piste Avec cyclable. le Hercule, ils ont un dépôt de... Avec les porte-à-faux. Alors c'est très drôle parce que moi quand je dis vais, je m'arrête. Il se trouve en plus j'étais avec mes petits-enfants en vélo. Et c'était très drôle parce que enfin, bon, les Français ont moyen quand même de temps en temps, ils se gardent, hein. Le camping-car, ils étaient en départ, ils avaient 2 vélos en plus. Alors, je me suis dit, ça passait pas. oui. Vous n'avez pas vu ça? Alors non. Objectivement, Faut indiquer. il manque de la peinture au sol et il manque des panneaux. Il y aura des panneaux qui seront posés le long du grillage, piste cyclable, et il y aura une interdiction sur ce secteur des camping-cars, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est plus simple. Ça, c'est pas ça. Parce qu'en plus, ils ont le sentiment de bien faire, ils se garent en marche arrière. Oui, c'est mieux d'ailleurs. Voilà. Il y en a même qui dorment sur Oui, le puis en port. plus, ça cache. C'est camping-car, il y en a même sur le port. Il y en a quelques-uns. Il y en avait Un peu moins, mais il y a un panneau qui a disparu. Je pense qu'un camping-cariste est parti avec. Parce qu'il y avait un panneau d'interdiction. Quand on joue à roule lundi soir là-bas, il y en avait un, et c'est vrai qu'il y avait un panneau. Et moi je ne le trouve plus, donc j'ai perdu. Y a-t-il d'autres Les questions? relais, comme vous l'avez dit. Quand vous allez S'il n'y a pas d'autres questions, il y en a peut-être pour nos amis. Oui, j'avais évoqué par écrit, par mail, avant le conseil, deux points de détail. L'accès faute 4, je comprends très bien qu'il y a des difficultés compte tenu de l'érosion permanente et du mouvement, mais il y a encore des gens, il y a eu pas mal de gens ces temps derniers, et des gens qui avancent, et il y a déjà eu des planches qui ont été enlevées en bout à l'endroit où c'est certain là, mais là il y a encore à enlever, et il faudrait au moins pouvoir aménager un petit peu plus, parce que les personnes âgées, la partie en sable, c'est-à-dire en laissant naturel, mais au moins le dégager de façon à ce que ça ne se dégrade pas plus, et que les gens justement continuent à passer tous au même endroit. Actuellement, il y a un petit passage tout à fait étroit, où vraiment un enfant peut passer, mais pas une personne adulte. Il y avait des gens d'un certain âge l'autre jour, ils étaient en haut, ils disaient, on passe. Je dis, vous êtes obligé de
passer par la page principale. Donc je fais le guide tous les jours, parce que moi j'y vais 2 fois par jour, là. Quelle chance. Mais oui, j'ai rien d'autre à faire. Mais globalement, il faudrait au moins que ça soit suivi assez fréquemment en fonction des marées et puis des dégradations. Là, actuellement, il y a de nouveau une action à faire sur ce point-là. Okay. Un deuxième point que j'ai mentionné. Sur ce point-là, ok, je rajoute qu'on a une très très grosse contrainte que j'indique aux élus, c'est le site d'implantation de la base de char à voile cet été, on ne sait pas où la mettre. Ah bah, on risque de ne pas avoir de possibilité d'exploitation, sauf à certaines marées basses du matin. Oui. Mais donc c'est une vraie contrainte, j'y vais la semaine prochaine avec Laurent, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. La question de cette plage-là n'est pas stabilisée. Donc je suis d'accord, on a retiré 10 mètres des plages blanches, on doit continuer. On a enlevé 10 mètres, il y a encore des choses à faire. Je suis ça. En 5 ans, on les enlève là où je veux les mettre à l'ONF. Mais pour votre info, je vois la directrice de l'ONF qui a été convoquée par le sous-préfet. Je suis pas sûr qu'on avance beaucoup. Et pour votre info également, j'étais avec le sous-préfet visualiser l'état de la forêt, pas devant chez moi, parce qu'il devait savoir que j'habitais là. Devant chez moi, ils ont broyé, c'est curieux. Mais à 100 mètres, ils n'ont pas broyé. Hein. Et j'ai dit au sous-préfet, et il se trouve qu'on a croisé quelqu'un de l'ONF, je veux dire à la directrice régionale que je n'accepte pas des travaux forestiers tels qu'ils sont pas terminés. Autant je la remercierais parce qu'elle a compris qu'on était sensible, il n'y a pas eu de massacre à la tronçonneuse, mais parce qu'on y a veillé, parce que la coupe était de qualité, autant laisser les branches, voire les arbres en tas, c'est un danger pour le public et un danger d'incendie. Donc ça ne peut pas marcher, excuse-moi. Et une zone de mitage également pour les merde, comment je vais dire. Si tu mets dans le sol, les chenilles poisonnières. Non. Les termites. Les termites. Ah oui, toute pourriture. Mais ça malheureusement, il ne faut pas leur dire ça parce qu'ils disent c'est tout leur concept. C'est tout leur concept. Du bois. C'est le pourrissement naturel. Sur les maisons, il y en a partout aussi. Je vais avoir une réunion dans 5 minutes. Un deuxième point, près du bunker qui est derrière le pavillon des dunes, enfin dans l'ancienne table d'orientation, qui était d'ailleurs fort sympathique. Il était prévu, ça avait été évoqué lors d'un conseil des sages il y a au moins 2 ans ou 1 an, avec une queue de crédit, c'était Bernard Leclerc qui nous l'avait plus ou moins évoqué, de réaménager notamment l'escalier dont Madame a plusieurs fois signalé le mauvais état, et le cheminement vers cette table d'orientation qui est un point intéressant, bon, elle est à retaper bien évidemment. Donc il y aura à mon avis quelque chose à faire sur ce point-là, sur le plan esthétique, parce qu'en plus des ganivelles, quand il y a des tempêtes, tout est parti en vrac, ça fait absolument lamentable, ça fait champ de bataille. Et qui plus est un problème de sécurité, sur le passage piéton qui est dans l'axe de l'escalier, vous avez les supports des anciens poteaux électriques qui ont été enlevés, avec des vis qui dépassent. J'ai envoyé une photo, hein, je vous ai joué une photo à mon mail. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. Voir le fil, j'imagine qu'il n'y a plus de courant dedans, je suppose, mais c'est pas rassurant pour des parents qui vont se promener par là. Voilà le point qui est signalé, c'est tout. Je vais vous envoyer la directrice régionale de l'ONF. Ah, c'est l'ONF aussi là. Ah ouais. Et c'est par là que je voulais faire passer moi je veux bien la voir, la piste cyclable à l'arrière, vous comprenez? Parce que, d'ailleurs, je vous le dis, lors des discussions, on va modifier le stationnement du casino, on va enlever un vide vert là au coin du casino, parce que la piste cyclable, qui est magnifique, elle a un point d'entonnoir, c'est le long du casino. Or, je voulais faire passer cette piste cyclable derrière pour rejoindre le parvis arrière et c'est hors de question. Et du coup, tout est bloqué autour de ces négociations. Vous me l'envoyez, C'est charmant. On va s'en occuper. Non mais on lui met le courant, on l'a fait passer par là, on met le courant, on le file qui dépasse. Ah non. Y a-t-il d'autres questions? Ah non, aujourd'hui Pas je de me tais. questions. Merci. C'est dommage, on a plaisir à vous entendre. Donc les travaux ne sont pas finis de la digue pour l'été. Alors, les travaux de la digue, s'il vous plaît, les travaux de la digue ouest, il y a un secteur de la digue ouest, du Platin jusqu'à chez Christophe, un petit peu avant, qui font l'objet d'une refonte complète, parce qu'au-delà du problème des pales planches qui ont été posées, qui ont coûté fort cher, parce que la dune ne fait plus office, on l'a constaté notamment aux grandes marées, ils
ils ont découvert que cette vieille digue béton avait plein de dents creuses, donc il y a une réfection de la digue qui suppose que les travaux se poursuivent et que la digue piste cyclable ne sera ouverte que en septembre. Alors, en même temps, c'est un petit peu moins inquiétant parce que on aura quand même, je veux dire, de chez Christophe, on peut rebasculer en piéton ou en vélo, on peut rebasculer sur la rue de la Bergerie et rejoindre le Platin, sachant qu'après, on va jusqu'aux vieilles maisons. Donc il y a un secteur qui est indiqué, un petit panneau. Il faut des panneaux, mais pour le moment, on est en plein travaux de chantier. Hein. Donc, et je parlais tout à l'heure de la passerelle, je ne vous parle pas des discussions entre les travaux de la digue et le passage de la passerelle. On a déplacé la passerelle de 20 mètres pour arriver à faire... Et l'élargissement, ils font quand? L'élargissement, ils font quand? Devant chez moi, parce qu'ils devaient l'élargir. Oui, l'élargissement... C'est en voie, ça. Non, c'était le passage, c'était un passage vélo. Un passage vélo, oui, sur la digue. Hein. L'encorbellement. Avec l'encorbellement, mais c'est-à-dire qu'il faut d'abord... Pardon, Christophe, il faut d'abord faire la digue avant de faire ce qu'il y a dessus. Ah, mais devant chez moi, c'est bien fait. Oui, mais ça sera autrement, parce qu'il n'y a pas de réflexion là. J'ajoute à ça que je le dis parce que j'ai eu une habitante de la faute qui s'en est plainte fort justement. La digue n'était pas calibrée pour l'accueil de personnes handicapées, parce qu'elle garde un champ très important. J'ai demandé à ce que la pente soit corrigée pour qu'il y ait aussi des accès. Ces investissements sont tellement importants qu'il faut aussi penser à nos amis qui ont des problèmes de motricité. Bon, chez moi, la digue, je les ai vus faire aujourd'hui. Les huissiers. Les ciments au fond. De toute façon, ça va foirer. Tout est refait. Tout est fissuré. C'est tout fissuré partout. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, il est 10h30 et il y a une réunion sur le port. Je vous remercie.